DBT et SQL Mesh, c'est des orchestrateurs de requêtes SQL. Ils sont vraiment axés, je trouve, SQL Mesh sur un volet un peu plus technique. Là, ils ont essayé de trouver quelles étaient toutes les petites frictions dans le framework de transformation de DBT et ils ont essayé de les corriger dans leur outillage. Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefari, qui est Staff Data Engineer et qui est cofondateur de Nao. Il est passé par plein de belles boîtes, des startups, des grands groupes comme Auchan et Captain. Et surtout, il écrit la newsletter qui a été recommandée maintes et maintes fois sur le podcast blef.fr. Aujourd'hui, on fait un épisode qui va nous permettre de comparer DBT et SQL Mesh, qui sont deux outils qui sont souvent considérés pour la brique de transformation de données dans le data warehouse. Hello Christophe, ça va? Ça va très bien, Robin, et toi? Super, bah écoute, ravi de continuer cette série avec toi, avec un petit focus DBT et SQL Mesh aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible par Layer Data, le cabinet de conseil spécialisé sur la gouvernance et la qualité des données. Ils accompagnent les plus grandes multinationales telles que LVMH, Coca-Cola ou encore EDF. Ils ont réalisé une multitude de projets sur toutes les technologies et ont des convictions et des méthodes éprouvées. Les équipes de Layer Data sont réputées pour leur sérieux, leurs clients sont super satisfaits. J'ai rencontré Rachid, le fondateur et CEO, qui est un expert data gouvernance et data architecture. Il est venu nous expliquer comment mettre en place un data catalogue sur le podcast. C'est l'épisode 185, je vous le recommande. Et si vous souhaitez réussir votre projet data catalogue, contactez Rachid de ma part. Je vous mets son mail en description. Cet épisode, il nous a été aussi un peu inspiré des échanges que j'ai pu avoir avec les leaders data sur le podcast. J'ai fait une étude récemment dans la newsletter, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, sur les 40 chantiers à lancer en 2025, issus en fait souvent des questions que je vais poser aux leaders data sur les derniers mois de quelles sont vos prochaines étapes. Et il y a un élément qui revenait souvent, c'était moderniser ma modélisation, mettre en place plus de bonnes pratiques de software engineering dans ma manière de transformer la donnée. Et souvent ça se traduisait à un niveau outil par mettre en place DBT, dans beaucoup de cas, qui reste quand même l'outil qui est adopté sur ce sujet-là. Et de plus en plus, SQL Mesh, qui est le challenger. Ouais. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander conseil aux plus gros experts que je connais sur ces sujets-là, Christophe, et qui nous fasse une petite masterclass sur quelle serait la bonne grille de lecture pour prendre cette décision-là, quoi. Pour te dire un chiffre qui appuie ce que tu viens de dire, quand on a fait notre user discovery pour Nao, on a interviewé plus d'une cinquantaine de boîtes. Il y avait 2 boîtes qui n'utilisaient pas DBT. Et elles utilisaient un framework maison et du coup, elles se posaient la question de, après DBT ou SQL Mesh justement. C'est donc très actuel. L'objectif là de cet épisode, peut-être pour mettre un peu de structure, c'est dans un premier temps faire un petit rappel de à quoi servent ces outils, selon on l'a abordé succinctement. Et ensuite, ça va être de comparer les deux outils au regard de quelques critères. Donc, les corps fonctionnalités sur les éléments clés, qui est avantage, inconvénient. Ensuite, ça va être plutôt sur un des objectifs clés dans l'adoption de ces outils, c'est l'adoption des bonnes pratiques de software engineering, donc tout ce qui va être écriture de tests, documentation, etc. Donc là aussi, comparer les deux outils. Et enfin, un élément qui peut paraître un peu plus intangible, mais qui est très important, qui va être l'axe expérience utilisateur, donc interface, et communauté. Et enfin, on fera un petit point sur les coûts et voilà, quelques autres sujets. Donc c'est parti. Qu'est-ce que proposent déjà ces plateformes au sens large, si tu devais nous le schématiser? C'est intéressant parce que tu as défini ça en disant, c'est des plateformes pour la transformation et c'est assez drôle parce qu'en fait, DBT et SQL Mesh, c'est des orchestrateurs de transformation si on y réfléchit parce que la transformation, elle est toujours portée par le data warehouse ou le data lake et donc moi, ce que je dirais de manière très macro et très high level, c'est des orchestrateurs de requêtes SQL, si on le schématise de manière très large. Et donc en fait, dans SQL Mesh et DBT, tu vas définir toutes les requêtes SQL qui permettent de créer ta modélisation de données et les frameworks, donc DBT et SQL Mesh, vont comprendre les relations entre les requêtes SQL, soit de manière explicite, soit de manière implicite. Les deux ont une vision un peu différente sur le sujet, quoi. Sur DBT, c'est plutôt explicite, c'est à toi de définir les relations via la manière dont tu fais les from dans les requêtes SQL. Et dans SQL Mesh, il va un peu plus deviner les relations parce qu'il utilise un outil à l'intérieur qui fait ça. Et du coup, tu as un patrimoine de requêtes SQL. Ce patrimoine de requêtes SQL, tu as envie de l'orchestrer, donc de dire cette requête, elle se lance avant cette requête elle se lance avant cette requête. Donc c'est ce que fournissent en gros DBT au sens large et SQL Mesh, quoi. On parle souvent en fait de transformation, ou même on dit dans le jargon que DBT permet de créer les modèles, parce que c'est cet assemblage en fait de requêtes SQL qui Ouais. va permettre de créer finalement les tables dans le data warehouse, C'est et ça. donc ces transformations de données dont on aura besoin pour nos indicateurs, etc. Et pour passer de la donnée brute à la donnée préparée. Et pour ceux qui découvrent vraiment DBT et SQL Mesh,
c'est pas eux qui exécutent les requêtes. Enfin, SQL Mesh le fait un petit peu, mais c'est pas vraiment eux qui exécutent les requêtes, c'est le warehouse ou c'est le moteur de calcul qui est en dessous qui va vraiment exécuter. Donc eux, c'est vraiment des orchestrateurs. Je pense que c'est important de comprendre ce terme, c'est qu'ils orchestrent, quoi. C'est un dernier point qui est important, qui est souvent cité aussi lorsqu'on parle de DBT. Et je pense qu'il y a vraiment favorisé l'adoption de cet outil, c'est le fait qu'il soit utilisable via du SQL, quand au préalable, pour faire tout ce travail de préparation de données, d'écriture de tests, de transformation hein, de la donnée, de création des modèles, il fallait des compétences un peu plus techniques, en Ouais. général, pour schématiser. Et grâce à DBT aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels peuvent remonter des profils data analyst qui pratiquent le SQL. Et donc, ça a aussi permis de casser un peu le goulot d'étranglement qu'il y a sur la partie data engineering historiquement et permettre aux data analysts qui finalement, eux, ont besoin de faire leur use case, d'être plus autonomes sur toute cette partie transformation de données. Mais voilà pour les grandes lignes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. La première comparaison qu'on voulait faire, c'était justement un peu sur ces core fonctionnalités dont on vient de parler. Donc vraiment les premiers objectifs qui viennent, comme tu dis, pouvoir orchestrer toutes ces requêtes SQL pour créer ces modèles. Et donc un peu les core fonctionnalités, c'est ce qu'on va appeler orchestration de requêtes SQL, comme tu le dis. Comment tu comparerais un peu les deux outils? Ce qui est important aussi de dire, c'est que les 2 outils ont une partie open source. Quand on dit DBT, en fait, souvent on dit DBT Core, enfin on sous-entend DBT Core en dessous qui est la partie open source, de la société qui s'appelle DBT Labs et enfin DBT Labs a aussi une offre qui est DBT Cloud et donc tout ce qu'on a dit là, la partie orchestration de requêtes SQL, c'est à l'intérieur de DBT Core, et ça te permet, quand tu as un projet globalement avec des requêtes SQL à l'intérieur, d'orchestrer et ensuite chez DBT Labs, il y a un ensemble de fonctionnalités qui sont plutôt dans DBT Cloud et c'est là où il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont, le semantic layer dont on a parlé, je pense, maintes fois dans le podcast et tu en as parlé avec d'autres personnes. Ils ont rajouté maintenant aussi le fait que, avec DBT Cloud, tu peux supporter plusieurs projets DBT et faire des dépendances entre tous tes projets DBT. Donc ça fait qu'on arrive sur ce qu'on appelle le data mesh ou ils appellent ça le DBT mesh pour, le mettre à leur sauce. DBT Cloud, il faut le voir comme, le volet enterprise entre guillemets, quand tu veux faire du DBT, tu vois? De l'autre côté, SQL Mesh est aussi open source, mais il y a une société derrière qui s'appelle Tobico Data qui essaye, on va dire, plus ou moins de reproduire, ce que fait DBT Cloud, aussi de leur côté, quoi. Et dans SQL Mesh, je dirais qu'ils essayent de couvrir le même, spectre de fonctionnalités que DBT, donc un orchestrateur requête SQL. Mais eux, ils sont vraiment axés, je trouve, SQL Mesh sur un volet un peu plus technique, que DBT. Tu vois, quand tu vas sur leur landing page, c'est très, DataOps, alors que DBT, c'est plus, on va dire, pour des gens qui sont un peu plus low tech, qui sont un peu moins data engineer, tu Ils vois? font du SQL, quoi, pour Ouais, la qui font du cible. SQL, ouais. Mais SQL Mesh, c'est aussi du SQL, mais c'est juste ils ont mis des concepts, de notions d'environnement, de testing de données, de DataOps, de quand tu déploies, tu es sûr que tu casses rien, enfin de trucs très, proches du process de CI/CD, avec une notion un peu, «d'artefact» entre guillemets, ce genre de choses. Et je dirais que pour compléter, il y a un deuxième truc, c'est que donc SQL Mesh, c'est dans la société Tobico Data et ils ont un autre outil open source qui s'appelle SQL Glot que j'adore personnellement, c'est un de mes outils, préférés, dans la stack data, qui permet de faire du parsing de requêtes SQL et c'est hyper bien fait. Tu prends une requête SQL, tu la passes dans SQL Glot et SQL Glot va te la parser et après tu peux faire programmatiquement des actions sur ta requête SQL, tu vois? Et donc en fait, quand tu veux découvrir un projet que tu connais pas, c'est vachement pratique, programmatiquement quand tu es un peu data engineer pour, aller sur les sujets. Ils ont ce pendant où ils ont SQL Mesh qui est la partie orchestration de requêtes SQL et ils ont SQL Glot qui permet aussi de faire des trucs à l'échelle de la requête SQL. C'est un ensemble d'outils, à ta dispo, quoi. Du coup, tu parles un peu des différences de philosophie où DBT, ils ont l'air de vouloir plutôt faire quelque chose à destination des profils low-tech, ou en tout cas dans leur branding, dans leur manière d'aborder Ouais, les sujets, Enterprise maintenant, ouais. de le rendre le plus simple possible, alors que SQL Mesh le rend plus complexe. Il y a un deuxième point que tu avais évoqué quand on s'est appelé pour en discuter. Tu m'as dit aussi que SQL Mesh s'est construit pour venir couvrir des choses que Ouais. DBT ne proposait pas. Est-ce que c'était justement, le fait que, ce soit, pas pensé pour des profils techniques, ça rejoint ça ou il y avait d'autres éléments que tu avais en tête? Oui, en effet, les fondateurs de SQL Mesh, ils se sont construits aussi, selon eux, on top, des points d'amélioration qu'il y a dans DBT. Par exemple, une des frictions principales de DBT, c'est que quand tu écris c'est on va dire technique, mais quand tu écris ta requête SQL, dans les from de la requête SQL, tu es obligé de mettre accolade et de mettre une référence ou une source et donc tu as une petite syntaxe de macro, qui est spécifique à DBT qui fait le lien vers, la table, sur laquelle tu requêtes la donnée. Bah, ça, c'est souvent une frustration qu'ont les personnes qui bossent sur DBT parce que, tu as toujours cette syntaxe à écrire. Quand tu veux prendre la requête SQL, tu peux pas prendre la requête SQL par défaut et l'exécuter dans ton warehouse. Tu es obligé d'aller prendre la requête SQL compilée, ou tu es obligé de remplacer à la main les choses et donc tu perds vachement de temps.
Bah, SQL Mesh, par défaut, tu écris le nom de la table sur laquelle tu veux taper, tu vois? Et la syntaxe est beaucoup plus simple. Après, il y a pas mal d'autres trucs. Ils estiment que l'incrémental de DBT est pas bien fait. Donc, ils ont recodé une autre manière de penser l'incrémental. Ils estiment que dans DBT, quand tu crées une requête SQL, c'est chiant parce que tu as une requête SQL et tu as un fichier YAML à côté que tu dois renseigner. Donc, tu as 2 fichiers quand tu veux bosser sur un modèle. Dans SQL Mesh, tout est dans le même fichier. Tu as tout en haut du fichier, tu peux tout documenter. Tu peux documenter une colonne à l'endroit où tu écris la colonne. Donc, tu as une syntaxe spécifique où tu donnes la documentation de la colonne dans la requête SQL à l'endroit où tu écris la colonne. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller dans un autre fichier. Là, ils ont essayé de trouver quelles étaient toutes les petites frictions dans le framework de transformation de DBT. Et ils ont essayé de les corriger dans leur outillage, tu vois? Il y a ça, plus la partie déploiement. Et c'est là où moi où je trouve que SQL Mesh, c'est la partie un peu plus compliquée qui fait que c'est un peu plus geek, tu vois? C'est qu'ils ont toute une conceptualisation d'environnement, de déploiement, qui est, je trouve, une barrière à l'entrée quand tu es quelqu'un de peu technique qui vient dans le monde DBT. Et c'est là où je pense qu'ils vont avoir un peu plus de mal à convertir des entreprises qui sont sur DBT Cloud, qui c'est hyper simple pour elles de déployer et qu'elles doivent switcher sur DBT si tu as pas de data engineer qui sont un peu techniques. Sur SQL Mesh, je pense que tu dois switcher sur SQL Mesh. Si tu as pas des data engineers qui sont un peu plus techniques, je pense que c'est là où il va y avoir une barrière à l'entrée. Ça fait bien le lien avec le deuxième point qu'on voulait aborder, donc une comparaison sur, l'objectif un peu de mettre en place, DBT ou SQL Mesh, pour, faciliter l'adoption des bonnes pratiques de software engineering et souvent le schéma qu'on va avoir dans les boîtes, c'est que tu as quand même des data engineers qui sont là pour, implémenter, opérer, coacher les autres profils. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment après de donner plutôt la main à des analytics engineers ou à des data analysts qui vont être un poil moins techniques et en ayant justement un outil qui leur permet de quand même avoir un niveau de «rigueur» entre guillemets ou de qualité dans ce qu'ils produisent qui soit au niveau technique d'un data engineer Quoi. sur les axes justement de qualité du code, de mise en place des tests, de documentation, etc. Mais sans avoir besoin de monter une marche qui soit beaucoup trop haute. DBT là va avoir un avantage. En fait, c'est dur parce que j'ai pas vu de vrai setup de SQL Mesh en prod dans une organisation assez large. J'ai testé SQL Mesh, j'ai vu des gens qui l'utilisaient, mais c'est souvent dans des petits projets et pas à l'échelle où j'ai vu des projets DBT aujourd'hui, tu vois? Donc c'est assez dur à dire. Ma manière de voir les choses, que ce soit DBT, SQL Mesh ou un autre, ce que tu as envie de faire dans le setup actuel Modern Data Stack, c'est tu as envie que tes analytics engineers et tes data analysts, on va dire les personnes qui écrivent la modélisation, qui écrivent le SQL pour modéliser, tu as envie de leur donner un espace où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et c'est leur ownership de gérer le patrimoine des requêtes SQL. Il y a un ownership, je dirais, partagé sur les bonnes pratiques, sur comment on écrit les choses avec les data engineers, avec l'organisation au sens large. Mais tu as envie qu'ils soient dans leur terrain de jeu et tu as envie de leur donner cet ownership parce que c'est leur responsabilité, tu vois, de faire la bonne modélisation qui répond et qui traduit le layer business. Donc, tu as envie de créer ce truc-là quand tu es data engineer. Et donc, après, ça va être le taf des data engineers de comprendre, quand tu as un projet DBT dans ton organisation, comment tu crées ce paradis, tu vois, pour les analytics engineers et les data analysts pour qu'ils puissent bosser en autonomie. Et si tu veux être sur SQL Mesh, c'est la même chose. Il faut que tu comprennes comment SQL Mesh fonctionne pour créer ce paradis-là aussi, pour que les analytics engineers et data analysts fassent ce qu'il faut. Et je dirais que SQL Mesh et DBT ont à peu près la même culture fonctionnelle, tu vois. Les deux, tu peux écrire des tests, tu peux écrire de la documentation. La différence, ça va être comment les data engineers arrivent à créer le bon petit paradis, tu vois, pour que les gens bossent sur le patrimoine de requêtes SQL pour faire la modélisation, quoi. C'est peut-être donc sur le niveau des data engineers ou en tout cas la complexité du côté des data engineers. C'est-à-dire que encore une fois, le résultat, si tu as mis en place le bon environnement côté SQL Mesh, tu peux atteindre le même niveau de simplicité dans une certaine mesure pour les utilisateurs du Je quotidien. dirais que oui. Mais c'est peut-être plus compliqué d'atteindre ce niveau-là parce que tu vas devoir paramétrer plus de choses, enfin tu as un peu plus de choses à Ouais, et compter. puis il y a des concepts qui sont potentiellement faits différents et du coup, c'est la réalité du marché. C'est que si tu te mets sur SQL Mesh, tu vas recruter des gens qui ont fait que du DBT potentiellement avant, qui ont des réflexes. Potentiellement, ça fait 5 ans qu'ils bossent sur DBT. Et si les concepts sont un tout petit peu différents, à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, ils vont: «Ah mince, purée, c'est vrai, c'est comme ça», et tu as toujours la matrice de passage mental entre un outil et l'autre, tu vois? Après, c'est du change management, c'est comment tu arrives à adopter les pratiques, quoi. Ça fait le lien avec la partie suivante. Donc, on avait dit sur l'expérience utilisateur, donc le côté interface qui change. Donc là, tu disais pas que c'était mieux ou moins bien, juste que c'était différent, mais aussi sur l'aspect communauté, où là, en revanche, ça peut avoir un impact fort, parce que comme tu le dis, bah, tu commences à avoir une vraie communauté DBT, donc aussi pour trouver des réponses à tes questions, des retours d'expérience. Recruter quand tu commences à scaler sur une équipe qui doit utiliser cet outil, ça peut avoir beaucoup de valeur. Là-dessus, comment tu comparais les deux outils? Peut-être d'abord sur la partie UX. Tu en as parlé un petit peu, mais on peut peut-être le Ouais. réexpliquer.
C'est assez factuel. Je pense que DBT est là depuis plus longtemps. Sur la partie UX, il y a beaucoup plus de choses sur le marché. Il y a quelques frictions, tu vois. Je pense que les trucs que SQL Mesh a essayé de corriger, bah, c'est des trucs de user experience quand tu bosses sur DBT qui sont frustrants. Pareil, dans les user interviews que j'ai faites, le copier-coller quand tu es sur DBT, bah, c'est chiant parce qu'il faut potentiellement que tu compiles ta requête, que tu ailles chercher où est-ce qu'elle se trouve, quand tu changes les choses. Bah, il y a plein de trucs où il y a plein de problèmes dans la user experience de DBT et il y a plein de trucs qui sont un peu cassés. Mais il n'empêche que il y a tellement d'articles qui ont été écrits dessus, il y a tellement de tutos qui ont été écrits dessus, il y a plein de packages. Et donc, en fait, si tu compares les deux écosystèmes, DBT c'est 99, SQL Mesh c'est 1 en termes de taille et de volume d'articles, de bruit, de tout ce qu'il y a eu. Donc, forcément, à ce moment-là, c'est David contre Goliath. Mais à un moment, quand tu veux innover, il faut démarrer quelque part. Et je dirais que c'est la même chose aussi sur la partie communauté. SQL Mesh est aussi au début. J'ai l'impression que SQL Mesh, quand ils ont commencé, ils s'éparpillaient. Ils ont essayé de faire plein de choses différentes. Ils ont un outil de transformation. Ils font plein de micro-optimisations aussi sur la transformation. Ils ont une UI que tu peux lancer. Ils s'occupent aussi de faire toute la CI/CD. Ils ont SQL Glot en même temps. Ils essayent de développer le produit cloud en même temps. Ils sont sur plein de chantiers en même temps. Sauf que bah, ils sont beaucoup plus petits que DBT Labs aujourd'hui, tu vois. Et donc, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils arrivent à se refocus et à trouver quel est le truc qui est le plus important et qui va leur générer du revenu. Et sur ce marché-là, ce qui génère du revenu, c'est exécuter des transformations. C'est là où gagne de l'argent en DBT Cloud, c'est sur la partie scheduler, quoi. Franchement, SQL Mesh, ça prend en ce moment sur la communauté, hein. Il y a plein de gens qui sont en train de le tester, mais je dirais pas qu'il y a de grosses organisations encore qui ont switché dessus, quoi. Pour finir sur l'aspect vraiment comparaison, on peut parler des coûts. Parce que je me dis, c'est justement au-delà, bien sûr, de la qualité de l'outil, du fait qu'il faut que ça réponde aux besoins. Ça pourrait être une manière aussi pour le challenger SQL Mesh de convaincre. Est-ce que là-dessus, tu vas avoir des différences qui vont, Ouais. qui vont se dessiner? C'est rigolo parce que sur les coûts, c'est là où, enfin, par exemple, DBT, son plus gros ennemi, c'est lui-même. C'est que la plupart des gens qui utilisent DBT utilisent DBT Core. Donc, en fait, en termes de C'est la coûts, version on va dire que c'est gratuite. zéro. C'est zéro dans le sens, tu payes pas de coût de licence à DBT Labs quand tu fais du DBT parce que tu utilises DBT Core. Donc, tu payes les coûts humains, tu payes les coûts des serveurs qui lancent le projet, tu payes l'orchestrateur si tu as un Airflow, ce genre de choses, tu vois. Par exemple, si tu utilises juste DBT Core, ça va te coûter combien par an? Tu veux dire en ressources humaines? Finalement, c'est juste en consommation de cloud. Je dirais que c'est vraiment à la marge. Parce qu'en fait, ce que fait DBT Core, c'est juste une télécommande pour lancer des requêtes sur ton warehouse. Alors, il y a plein de manières de lire le surcoût lié à DBT. C'est que potentiellement, vu que DBT, c'est facile de faire des requêtes SQL, tu vas écrire plus de requêtes SQL, tu vas écrire des requêtes SQL moins optimisées. Et donc, peut-être à cause de DBT, tes requêtes SQL sont moins optimisées. Donc, en fait, tu as un surcoût qui est lié à DBT. Mais c'est un surcoût qui est plutôt lié aux humains qui ont écrit les requêtes, qui ne les ont pas optimisées ou Alors à. moi, j'entends quand même, une fois que tu as des process bien en place, avec une équipe qui collabore justement, une équipe type un peu Annex Engineering, où tu as vraiment de la peer review qui se met en place, en général, ça remet plutôt un axe d'optimisation sur les requêtes, plutôt que quand tu es dans une Ouais. équipe où chacun fait ses requêtes dans son coin et que personne les revoit. Mais ça peut être un sujet à débat. Ben, le vrai avantage de DBT, c'est que c'est hyper facile de rajouter des assets dans ton warehouse, tu vois? Et donc hyper facile veut dire, bah, les coûts peuvent vite exploser, tu vois? Mais bon, on va dire Ouais, DBT Core, globalement, je gratuit. dirais, c'est un épaisseur du trait parce qu'en fait, ton warehouse coûte plus cher et tes humains te coûtent plus cher. Et si tu passes sur DBT Cloud, Et le pricing commence à coûter parce qu'en fait, le pricing DBT Cloud est donc si tu es pas sur le pricing enterprise, c'est facteur du nombre d'utilisateurs par mois, et je crois que c'est 100 € ou 100 $ par utilisateur par mois. Alors déjà, je crois que c'est limité à 8 personnes dans leur pricing. Donc ça veut dire que c'est minimum 8, enfin, si tu as une équipe de 10 personnes, tu peux en mettre que 8 sur le truc et donc c'est 800 € par mois et donc déjà à l'année, c'est quand même pas mal et après sur les pricing enterprise, c'est des pricing, de ce que j'ai entendu à quelques dizaines de milliers d'euros, quoi, ok. sur, DBT Cloud. Et côté SQL Mesh, Et côté SQL Mesh, c'est open source aussi, donc on va dire c'est le même pricing. Et sur la partie cloud qu'ils vont offrir, j'avoue, je sais pas parce que je suis pas sûr que leur pricing soit public. Ils appellent ça Tobico Data Cloud ou un truc comme ça, ou Tobico Cloud. Et ça, le pricing, je sais pas, mais je dirais qu'ils vont s'aligner sur DBT Labs, tu ils vois. sont peut-être encore dans une démarche plutôt d'acquisition et d'essayer de convaincre, et donc Ouais, focus ouais. sur créer de la couverture fonctionnelle différenciante sur la partie open source avant d'avoir une stratégie de Ils en sont encore monétisation. là, ouais, je crois. Ce DBT, ils ont mis enfin, encore aujourd'hui, tu vois, en France, on en parle beaucoup, etc. Mais du coup, quasiment 100% des boîtes qui l'utilisent dans une version gratuite. C'est qu'ils n'ont pas encore mis le focus sur essayer de convertir le marché sur la version payante. Je pense qu'ils essayent de mettre le focus, mais je pense que le marché français est un marché hyper difficile à pénétrer sur la partie buy versus build, tu vois.
parce que j'ai parlé plusieurs fois à des Américains, tu vois, et ils comprennent pas pourquoi, genre, juste on prend pas DBT Cloud, tu vois. Genre, ils sont en mode, mais prenez DBT Cloud, ça vous fait gagner du temps, c'est plutôt que de payer des ingénieurs. Mais en fait, c'est juste qu'en France, on a envie aussi d'être en maîtrise des choses, et c'est vraiment une tendance où beaucoup de vendors, quand je parle aux confs et quand je discute avec eux, ils comprennent pas pourquoi en France, les gens veulent pas payer leurs outils, quoi. Alors qu'aux US, les gens les achètent. Donc je pense qu'il y a aussi une différence de mentalité sur ce prisme-là. Et après, bon, dans DBT Cloud, ils rajoutent de plus en plus de fonctionnalités, tu vois. Dans les dernières fonctionnalités, donc on parlait du Semantic Layer, du DBT Mesh, mais ils ont rajouté un Visual Editor pour écrire des requêtes SQL. Où en gros, c'est tu drag and drop des blocs et tu peux écrire des requêtes SQL. Mais pour moi, ils visent du enterprise avec ces features-là. Et après, il y a la dernière feature qu'ils ont rajoutée qui fait le lien avec pas mal d'épisodes qu'on a fait, c'est le support de Iceberg. Et en fait, c'est là où je pense que DBT est en train de partir philosophiquement. Ils sont aussi en train de devenir une entreprise qui fait pas que de l'orchestration de transformation, mais potentiellement une entreprise qui va aussi faire de la transformation. Dans le sens où ils sont en train de supporter Iceberg. Et en fait, Iceberg, c'est l'interopérabilité, c'est plus facilement sortir de la donnée du warehouse. S'ils supportent Iceberg, ça veut potentiellement dire qu'ils peuvent mettre un engine chez eux et couper un peu court au warehouse et prendre de la transformation et du coût de calcul chez eux. Ce qui fait qu'en fait, ils deviennent un orchestrateur et aussi potentiellement un engine. Et du coup, là, c'est plus facile de pricer parce que en fait, c'est toi qui exécutes les calculs. Et donc, en fait, tu peux plus facilement gagner de l'argent en faisant ça, quoi. Ça pourra faire l'objet d'un prochain épisode. Effectivement, on a beaucoup parlé dans les épisodes récents de Semantic Layer, de la tendance d'iceberg. Donc, je mettrai tous ces épisodes qu'on fait avec Christophe, en tout cas les derniers, en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Pour conclure un peu sur cette comparaison entre SQL Mesh et DBT, j'étais curieux qu'on parle aussi un peu d'une anecdote quand tu m'as parlé du fait que, un, SQL Mesh s'est construit un peu en opposition à DBT et que deux, il y a carrément une petite friction, notamment entre le founder d'SQL Mesh et DBT. Tu m'avais raconté deux, trois trucs. Tu peux Ouais. nous en dire plus? Ce que j'avais vu sur des posts LinkedIn, donc un des founders de SQL Mesh, qui est du coup l'entreprise derrière, qui est Tobico. Donc tous les ans, il y a la conférence annuelle de DBT Lab qui s'appelle Coalesce. Et de mémoire, ils avaient un stand à la Coalesce. Et si je me trompe pas, en gros, Tobico se sont fait exclure. Leur stand a disparu et ils n'ont pas pu y aller, quoi. Donc je pense qu'il y a eu ce premier truc-là. Et le deuxième truc, c'est... j'ai parlé de SQL Glot tout à l'heure, là, qui est un parseur de requêtes SQL. Quand DBT a sorti le colon level lineage, pareil, le fondeur de Tobico était pas content parce que le colon level lineage, c'est une feature qui est payante sur DBT Cloud. Et il s'est rendu compte que DBT Labs avait probablement utilisé SQL Glot pour implémenter le colon level lineage. Et la manière dont il l'avait compris, c'est parce qu'en fait, il avait testé le colon level de DBT Labs et il était tombé sur une erreur, enfin une traceback, qui était exactement une traceback de SQL Glot, quoi. Ok, donc on a peut-être une petite rivalité qui est en train de naître un peu à la Ouais. Snowflake Databricks, mais version DBT SQL Mesh. Voilà, c'était le moment un peu people de la C'est les data dramas. avec Bleph. On passe à la suite. Et donc, tu as parlé, je l'ai dit en introduction, tu es en train de cofonder Nao. Et puis, tu as parlé un petit peu des interviews que tu as pu faire aussi dans le cadre du lancement de cette boîte. Curieux que tu nous en dises un petit peu plus parce que ça vient aussi en lien avec cet écosystème DBT SQL Mesh. Donc, pas comme un nouveau challenger, mais plutôt comme un outil complémentaire. Mais je te laisse nous en dire un petit peu plus. Avec Nao, on est en train de créer un IDE qui est fait pour le travail de la data. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'IDE, c'est PyCharm ou VS Code. Du coup, nous, ce qu'on est en train de créer, c'est un IDE qui, out of the box, quand tu l'installes, il est fait pour ton travail quand tu es quelqu'un qui travaille dans la data. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les analytics engineers, ils travaillent dans VS Code pour la plupart, tu vois. Et en fait, quand tu regardes, il y a énormément de friction. Tu fais beaucoup de copier-coller, tu fais de l'outil, tu fais beaucoup d'alternance et de context switching entre ton éditeur de code, l'interface de ton warehouse, ton data catalog ou la documentation qui est dans Notion, whatever. Et tu perds vachement de temps à faire ce context switching, tu vois. Et on s'est dit que le meilleur endroit pour cristalliser et optimiser le temps, quoi, c'était de tout mettre dans l'IDE. Et donc en fait, on a forqué VS Code et on crée la meilleure expérience de développement quand tu es Analytics Engineer. Parce qu'on commence avec les Analytics Engineers, parce que je dis pour le travail de la data, mais on va commencer avec les Analytics Engineers, pour que tu puisses en fait être méga efficace dans ton travail, que tu puisses mieux le faire et surtout sans rien casser, quoi. Les piliers, c'est avec de l'AI et avec des LLM, on t'aide à autocomplete beaucoup plus vite tes requêtes SQL, à répondre à des questions sur ta code base SQL. Ensuite, on va aussi t'aider à optimiser ton data model parce qu'en fait, ce qu'on trouve qui est vachement important dans les équipes data et dans le travail des analytics engineers et data analysts, c'est la construction du meilleur data model possible, tu vois? C'est l'asset le plus important. En fait, quand tu réfléchis, c'est quoi la valeur d'une équipe data aujourd'hui? Quand tu regardes sur la partie analytics, c'est le data model, c'est le truc le plus important.
Sauf qu'il n'y a pas d'outils qui sont là pour t'accompagner sur le data modeling. Tu vois, DBT et SQL Mesh, c'est des outils qui t'aident à bien écrire des transformations ou à réfléchir avec des bonnes pratiques sur créer un data model. Mais tu n'as pas un compagnon de data modeling, ça n'existe pas. C'est aussi ce qu'on veut créer, c'est en plus de te rendre plus productif, on veut t'aider à optimiser et à mieux écrire ton data model. Donc dans les faits, on supporte DBT, on supporte SQL Mesh, on supporte pas de framework aussi, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as des requêtes SQL, ça peut marcher aussi. Tu ne peux pas être productif et optimiser les choses si tout ce que tu écris, tu n'es pas sûr que tu vas rien casser quand tu l'écris. Tu vois. Et donc, il y a un volet où on essaye aussi de réduire la feedback loop sur quand est-ce que tu sais que tu as cassé quelque chose. Dans l'IDE, directement, quand tu as fait un changement, tu vois les changements que tu as fait. Tu n'attends pas que la CI/CD est tournée ou que c'est tourné en prod. Le but, c'est que le plus rapidement possible dans l'IDE, je sais pas, tu as rajouté une colonne dans une table, ça te dit « Ah, désolé, tu as changé la granularité, tu as 100 000 nouvelles lignes, bouge pas, tu as tout cassé. » quoi. Et Ok. tu vois les impacts downstream et ainsi de suite. Excellent, hâte de suivre ça de près. D'ailleurs, s'il y a des gens pour lesquels ça résonne et qui ont envie d'échanger sur ce sujet, il y a une waitlist donc pour pouvoir utiliser l'outil dès qu'il sort. Donc, je mettrai ça en description également. Et puis voilà, merci Christophe d'être venu à nouveau sur le podcast. Merci Robin. Cette petite comparaison DBT SQL Mesh. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça change un peu là. C'était vraiment petit benchmark outil finalement pour vous aider à gagner du temps si vous êtes dans une démarche de mettre en place l'un de ces outils. Mettez-nous comme d'hab un petit commentaire pour nous faire part de vos retours. Profitez-en pour vous abonner. Dites-nous aussi si vous voyez justement d'autres sujets du même style qu'on devrait couvrir avec Christophe. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Christophe. Salut Robin, à plus. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp.